Voilà. Merci beaucoup à tous pour vos connexions. On vous voit tous arriver. On est très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler de l'IA, de vous parler de Midjourney qui a vraiment révolutionné et qui révolutionnera encore vos processus de création d'images. Peut-être avez-vous des avis controversés, peut-être inquiets, peut-être intrigués, curieux sur cette solution. En tout cas, on se réjouit de partager nos connaissances avec vous et puis de répondre à vos éventuelles questions. Donc, encore une fois, n'hésitez pas à nous mettre vos questions dans les commentaires. Et puis, Byron, à la fin de cette intervention, eh bien, les partagera avec nous pour que nous puissions y répondre. Alors, sans plus attendre, je lance notre présentation. Alors, qui suis-je? Barbara Offredo, responsable de formation du Centre de formation continue CATSchool. Je vais avoir l'occasion dans quelques instants de vous parler un petit peu plus en détail de notre école et je suis accompagnée de Louis. Oui, bonjour. Formateur pour ce cours de Midjourney. C'est un parcours professionnel puis surtout au niveau de artistique, avec un diplôme de la aide, avec un diplôme de photographe et également un CFC de graphisme. Au niveau du parcours professionnel, ça fait plus de 20 ans que je travaille dans la communication, que je travaille principalement en tant que directeur artistique. Et aujourd'hui, il y a des agences de communication à Lausanne, à Genève, qui me contactent justement pour ce côté de direction artistique et exécutant également au niveau de l'image et scénographe pour le milieu événementiel. Excellent, merci Louis. Alors, quelques mots sur CATSchool. Nous figurons parmi les leaders de la formation multimédia en Suisse romande. Nous accueillons plus de 1500 participants par année dans nos centres de Genève, ville dans laquelle nous avons fondé CATSchool en 1998 et un peu plus récemment à Lausanne. Notre spécialisation, c'est l'enseignement des outils digitaux utilisés par les professionnels et ce, dans 5 filières principales que sont la conception assistée par ordinateur, la publication assistée par ordinateur, la post-production, le web et le marcom digital. Une des particularités de CATSchool, c'est de faire appel à des formateurs experts comme Louis, qui, en plus, à côté de leur métier de formateur, exercent un métier grâce auquel ils pratiquent les outils qu'ils enseignent dans leur quotidien. Donc, c'est dire à quel point leurs connaissances, leurs compétences sont perpétuellement à jour et à la pointe de la technologie. Notre pédagogie active, résolument axée sur la pratique, au-delà de vous enseigner les outils et les logiciels, nous vous apprenons également la méthodologie de travail qui y est associée, pour que vous soyez capable finalement de réaliser et de gérer un projet de A à Z en faisant appel à ces différents outils. Et puis enfin, nous sommes un centre de formation officiellement agréé par les concepteurs de logiciels que nous enseignons, tels que Adobe, Autodesk ou encore Maxon. Et puis, gage de notre qualité dans notre ingénierie de formation, nous sommes bien évidemment certifiés EDUCA, qui est la norme de qualité de référence pour toute la Suisse. Alors, sans plus attendre. On va commencer la formation. Alors, pour démarrer la formation, bien effectivement, vous êtes au courant de cette arrivée de l'intelligence artificielle génératrice d'images. Aujourd'hui, il y a plusieurs solutions qui sont arrivées. Les principales solutions, c'est DALL-E, Stable Diffusion et bien entendu Midjourney. Je ne vais pas forcément prendre du temps pour commenter la différence entre ces différentes solutions. Je voulais préparer 2 types d'images. Vous en jugerez par vous-même. Une première image, c'est plutôt du style journalistique, où le prompt de base, l'idée de base, c'est des amis autour d'une table, dans un chalet, dans une station de ski. Donc voilà, vous voyez les résultats qui sont proposés par ces 3 solutions. On peut noter que tu as retenu finalement le meilleur choix parmi les 4 visuels générés automatiquement, mais en premier jet. Donc, on voit déjà que sans optimisation aucune, exactement, sur la seule base d'un sujet exploratoire, eh bien, effectivement, la supériorité de Midjourney est incontestable. Tout à fait. Tout à fait. Et il y a également ce qu'on appelle les images créatives, où finalement, on part dans un monde imaginaire. C'est
le sujet de la deuxième image. La deuxième image, c'était un gorille dans les années 1920, récession, et c'est les 3 images qui ont été proposées par ces logiciels. Alors, comme tu l'as dit, c'est vraiment le premier jet. J'ai pris une image, ce que je trouvais la plus qualitative du premier jet, et les résultats sont incontestables. Et je me souviens, donc, pour résumer, la supériorité finalement de Midjourney, elle s'établit autour de 3 piliers principaux que sont la qualité du résultat, donc là, effectivement, on le voit, la qualité également, le rendu colorimétrique, hein, et puis l'atout de Midjourney, finalement, c'est la contextualisation, c'est qu'il est capable de comprendre la composition visuelle et le storytelling. Absolument. Il ne va pas seulement comprendre l'image, il ne va pas uniquement représenter une image, mais elle va comprendre l'esprit de l'image, où elle va évolutionner, quelles sont les valeurs un tout petit peu véhiculées par la commande qu'on va lui demander. C'est ce qu'on va voir justement dans les slides suivantes, et que je trouve assez particulier. Alors, peut-être avant de commencer avec les slides, on va parler des différents points ou aspects qui vont nous amener cette intelligence artificielle à travers la créativité. Créativité, principalement, je pourrais nommer 2 axes. Il y a une phase exploratrice qui va nous permettre justement d'avoir beaucoup plus d'options et de pouvoir diriger notre concept visuellement dans une direction qui est optimale. Et il y a la phase directrice, c'est que finalement, quand on a une idée en tête, on va mettre une commande, et puis cette commande, elle va être représentée, elle va être traduite à travers une image, donc un concept à travers une image. Productivité. Alors, la productivité, ben, c'est évident, hein, c'est un gain de temps qui est magnifique. C'est également au niveau budgétaire des coûts qui sont moindres. Et il y a également tout ce qui est autour de la gestion des droits d'image, etc., qu'on ne devra pas les gérer. Donc, on n'aura pas de problème avec les images qu'on va générer avec ce logiciel. Et compétitivité, finalement, c'est tout simplement le fait qu'aujourd'hui, si on n'utilise pas cette intelligence artificielle, on va prendre beaucoup de retard vis-à-vis des personnes qui vont l'utiliser. Et compétitivité également, dans un sens que je trouve très intéressant, c'est que finalement, les entreprises qui ont des budgets, en tout cas qui peuvent allouer des budgets qui sont très restreints pour la création d'une image, et puis finalement, il ne va pas avoir un impact au niveau de la communication. Aujourd'hui, grâce à l'intelligence artificielle, ils arriveront à avoir des images extrêmement complexes dans des procédés qui, normalement, sans cette intelligence artificielle, étaient particulièrement chers et onéreux. Mm-hmm. Justement, quand on parlait tout à l'heure de cette créativité et les solutions qu'il va apporter au niveau de l'imagerie. Alors là, c'est un exemple d'Éric Grozac, qui est un directeur artistique, qui a imaginé une collaboration entre IKEA et Patagonia. Donc, il n'y a pas seulement dans l'image un mix qui est très savant entre les 2 différents tendances, objets, fonctionnalités, mais également l'esprit qui en résulte de ces 2 marques. Il y a ces couleurs, la mise en scène, la simplicité, le côté aventurier, etc. Oui, finalement, tu disais aussi qu'un des grands atouts différenciants de Midjourney en comparaison avec d'autres alternatives, c'était sa capacité à traiter les notions abstraites. Et effectivement, ça, c'est un très bon exemple, puisqu'en fait, là, les notions abstraites qui sont traitées, c'est clairement les valeurs de marque. Exactement, exactement. Et après une année de travailler avec ce logiciel, je suis toujours surpris de voir comment est-ce qu'il a intégré ces valeurs et puis comment est-ce qu'il va reproduire ces valeurs. Je veux dire, il y a quelque chose de extrêmement surprenant et que d'autres logiciels que je teste quotidiennement ne peuvent pas l'apporter. Alors, dans ce deuxième exemple, c'est une campagne de communication qui a été faite il y a déjà quelques mois. C'est une des premières campagnes publicitaires qui ont été générées complètement à travers Midjourney. Et justement, je rejoins le point que je disais tout à l'heure, c'est qu'une ONG qui a un budget qui est très limité, aujourd'hui, elle a la capacité de montrer des images dont la qualité est vraiment très importante, et des images que normalement, avec un processus
normale, avec la 3D, avec la post-production, etc. Elles auraient été extrêmement coûteuses. Tout à fait. Et on peut imaginer d'ailleurs, par analogie, que ce qui est possible pour une PME, une ONG avec des petits budgets, est également la même situation pour un graphiste indépendant, où finalement, il va être en capacité de produire des concepts et des images, des publicités d'un même niveau que des grandes agences de communication qui font appel à des studios de photos, de vidéos, de post-production, etc. Tout à fait. Hein. Je veux dire, les limites, je veux dire, aujourd'hui, on pourrait presque dire qu'il n'y a plus de limites. Parce qu'au niveau du style, au niveau de cette technicité qu'on apprend avec le métier, aujourd'hui, il y en a plus. C'est qu'on n'a pas forcément besoin de savoir illustrer. Alors, bien entendu, il y a toujours le travail manuel qui va être en quelque sorte mis en avant et qui va devenir de plus en plus intéressant parce que justement, cette technique, elle va gentiment disparaître au profit de la compréhension de cette image. Donc voilà, il y a plus de limites dans la façon d'envisager une image. Et justement, on revient dans ce slide où dans le processus classique de formation, il y avait ce côté d'apprentissage technique qui était très important parce qu'effectivement, il faut avoir une aisance dans les outils pour pouvoir reproduire ce qu'on a en tête. Et aujourd'hui, on va beaucoup plus s'orienter dans une connaissance, et puis une connaissance de l'image, de l'harmonie de l'image, de la composition de l'image, des références artistiques et des choix également artistiques, que, à mon avis, c'est quelque chose d'extrêmement important. Et puis, souvent, c'est une carence que je voyais autour de moi avec des personnes qui étaient dans le métier, où effectivement, ils savaient manier un outil, mais ils n'avaient pas le geste et la connaissance qui faisait que l'image proposée, elle avait des caractéristiques particulièrement harmonieuses. Oui, tu dis d'ailleurs souvent que la culture supplante le savoir-faire technique. Tout à fait. Alors, c'est vraiment ce qu'on va vivre à travers l'intelligence artificielle. On va leur donner quelques aperçus de la magie de Midjourney. Absolument. Alors là, je vous ai préparé quelques rendus avec un prompt qui est très simple. C'est une femme avec les cheveux pink hair, rose pardon. Et dans un style steampunk. Steampunk, c'est rétrofuturiste. Donc, vous voyez comme Midjourney va comprendre et va rendre ces images dans les styles que vous voyez ci-contre. Donc, c'est absolument magnifique, cette interprétation. Et il n'y a pas seulement cette connaissance des styles, mais c'est qu'on peut aller plus en profondeur. Par exemple, dans l'illustration qu'on va voir dans le slide suivant, il y a le fait qu'on peut orienter la façon d'illustrer avec, comme vous le voyez, un crayonnage, un sketch, aquarelle ou line art. Et bien évidemment, il y a toujours cette possibilité de s'inspirer de réalisations d'artistes, comme là, je vous ai pris 3 artistes particulièrement connus, et il va comprendre et reproduire le même prompt dans le style de l'artiste en question. Alors ça, c'est une phrase que je vais choisir, et puis c'est une phrase que je pense qui est capitale dans cet apprentissage de Midjourney. Alors, je n'ai pas besoin de tout savoir, j'ai juste besoin de savoir où le trouver quand j'en ai besoin. Et c'est une réalité aujourd'hui. C'est une réalité parce qu'il va falloir qu'on ait cette culture pour affiner, pour optimiser l'image, pour lui donner une âme, pour faire ce storytelling. Et cette culture, bien entendu, elle est aujourd'hui dans la toile, elle est aujourd'hui sur Internet, et il va falloir savoir comment trouver ces indications pour les retranscrire à travers le visuel. Oui, et tu me parlais aussi de l'émergence d'un nouveau métier aujourd'hui, qui est l'ingénieur ou le technicien prompt. Finalement, la capacité à diriger, questionner, rendre itératif la recherche et l'exploration, l'amélioration, l'optimisation de l'image à travers le prompt. Complètement. C'est un métier, c'est un nouveau métier, et c'est un métier qui demande un apprentissage. C'est pas évident. Dans mes souvenirs, la première fois que j'ai mis les skis quand j'étais petit, et puis je commençais à glisser, j'avais l'impression que je savais déjà skier, jusqu'à ce que j'ai commencé à avoir une pente, et puis j'ai fini dans un talus de neige.
Et c'est ça, c'est justement ça l'apprentissage, c'est qu'on va pouvoir générer des belles images avec un prompt qui est simple, mais ce qui est compliqué, c'est de générer l'image qu'on a en tête, d'avoir ce côté directif et cette volonté à travers la commande qu'on va faire à Midjourney. Et ce n'est pas évident. Et c'est un métier, c'est un apprentissage, un nouvel apprentissage. Comment est-ce qu'on va dialoguer avec le logiciel? Alors finalement, si on devait un petit peu résumer comment la bécane fonctionne, mettre un peu les mains dans le cambouis, on a une petite vidéo qui vous le montre. Alors, je pense justement que cet exemple est assez parlant dans l'idée où je voulais générer un hérisson ninja. On pense justement que l'intelligence artificielle, en tout cas ces logiciels, ce qu'ils vont faire, c'est que quand il y a une requête, ils vont regarder sur Internet toutes les images qui sont similaires à notre requête. Et puis à partir de là, ils vont faire un mélange avec des images qui sont déjà existantes pour en fournir une nouvelle. Mais ce n'est pas du tout le fonctionnement de ces logiciels. Ces logiciels, il va avoir une partie d'apprentissage. Finalement, il va comprendre ce que c'est un hérisson. Il va regarder comment est-ce qu'il est représenté, il va comprendre qu'est-ce que c'est qu'un ninja et la situation et l'action et le contexte dans lequel il va évoluer. Et il va prendre ces deux notions et il va créer quelque chose de nouveau. Donc les images générées par Midjourney, c'est des images qui sont tout à fait nouvelles et qui n'ont pas forcément un lien avec l'imagerie qu'on peut trouver sur Internet. Oui, et d'ailleurs, dans ta formation, tu inclus aussi l'aspect mixage des images. Oui, tout ce bien qui est sûr. arrière-plan, parce que là, le ninja, on pourrait l'imaginer dans un paysage et dont le paysage est lui-même composé avec Midjourney. Peut-être l'arrivée ou en arrière-plan encore un ennemi qui arrive et celui-ci aussi serait composé sur Midjourney. Un aspect très intéressant de Midjourney, c'est la compréhension de l'abstrait. Là, par exemple, c'est des sentiments, c'est des prompts qui sont très simples, donc c'est uniquement un mot. Dans la partie supérieure, vous voyez des émotions qui sont cataloguées comme positives, dans la partie inférieure comme négatives, mais il va comprendre et puis il va pouvoir justement traduire en image un concept qui est abstrait et qui va rajouter une valeur très importante dans émotionnelle. Émotionnelle. Et on sait que, à quelque part, ce qui fait vendre, c'est l'émotion. On le dit d'un commercial dans la relation client, on le dit aussi dans la publicité. Voilà, ça n'est pas un gros mot, on est entre professionnels du monde de l'image, on peut se dire ce genre de choses. Alors là, par exemple, c'est au niveau des solutions et puis surtout au niveau des avantages d'utiliser l'intelligence artificielle. Alors là, par exemple, c'est un shooting que j'avais fait pour un horloger où le concept de base, donc j'avais la position de directeur artistique dans la conception de cette image, c'était créer le concept et puis sortir l'image. Et c'est extrêmement long, c'est extrêmement coûteux de faire ce genre de shooting parce que déjà, il y a tout le côté organisationnel avec tous les intervenants dans le shooting. Donc là, on peut imaginer mannequin, maquilleur, location d'un lieu, photographe. Assistant de photographe, styliste, accessoiriste, make-up. Je veux dire, c'est vraiment un staff qui est très, très important. Il faut le gérer d'une façon très directive parce que, bien évidemment, on a un temps imparti et il faut qu'on ressorte cette image. Donc, voilà, c'est quelque chose qui devient très, très coûteux et qui prend beaucoup de temps. Oui, et comme tu disais, et qui est aussi restreint à des entreprises, donc là, en l'occurrence, des manufactures horlogères, qui ont quand même un certain budget, un certain staff à allouer à ce type d'opération. Bien évidemment, bien évidemment. Alors là, dans l'image qui est générée à travers l'IA, qui est une image qui est générée très rapidement et sans vouloir aller dans le détail, je n'ai pas voulu positionner cette femme dans une rose parce que je trouvais que peut-être il y avait d'autres options dans l'exploration de l'image qui étaient intéressantes et ça en fait partie. Alors, au niveau de la sensualité, au niveau du positionnement de la femme et ce storytelling et puis cette métaphore de la rose qui devient une rose, qui devient ce mélange entre la femme et puis cette féminité, je trouvais que c'était particulièrement intéressant. Là, on pourrait aller plus loin dans le prompt avec un bras gauche qui vienne un petit peu plus en avant pour montrer la montre. Complètement. Oh, oui, complètement. Là, on serait plus pour un collier, pas. Et là, c'est une autre démarche. Alors, on a tous travaillé avec des mondes d'images.
c'est quand même un travail qui est relativement long parce que quand on a une idée en tête et puis on va la composer avec des images qui se trouvent dans des banques d'images, il va falloir trouver plusieurs images qu'on va combiner en post-prod. Alors là, l'exemple est très simple. Ce que j'ai voulu, c'est plutôt une image qu'on dit d'actualité, une image journalistique. J'ai voulu un taxiste qui est près de son taxi à New York. Et dans la solution que j'ai trouvée, qui est Get'images, qui est probablement la banque d'images qui offre le résultat le plus intéressant, c'est une image qui est complètement banale. C'est une image que si je veux l'acheter à un format intéressant pour faire de l'affichage, je dois payer 500 francs. Et si, après, avec la gestion des droits, là, je me suis fait plaisir, mais l'image va me coûter 32 000 francs. Et une image qu'en soi n'est pas intéressante. Et qui ne raconte rien. Qui ne raconte rien. Voilà, il n'y a pas d'atmosphère, il n'y a pas de... Il n'y a pas ce qu'on parlait tout à l'heure de colorimétrie, de composition de l'image, de premier plan, de deuxième plan, etc. Tout à fait. Et là, c'est une des images qui ont été générées avec un prompt où il y a vraiment une histoire qui est racontée à travers l'expression de la personne, le positionnement, la voiture, ce côté un peu rétro de l'image qu'on arrive à faire d'une façon extrêmement rapide. Et pour moi qui aime bien écrire, c'est vrai qu'assez rapidement, il me viendrait des tas d'idées sur la base du portrait de cette personne. Je pourrais m'imaginer qu'elle est peut-être fatiguée, qu'elle a perdu un peu ses rêves d'enfant, que sa réalité est difficile. Enfin, tout d'un coup, il y a un côté de fierté également. Il y a une personnalité qui ressort à travers ce visage et c'est extrêmement intéressant. Et pour finaliser, alors, pour l'anecdote, cette présentation, donc moi j'avais fini en mettant des visuels et puis en parlant des avantages de faire cette formation, et Barbara elle m'a dit, écoute, je trouve que c'est un tout petit peu confus à la fin. Alors pourquoi tu ne ferais pas un prompt et tu finis cette présentation avec un prompt? Parce qu'au final, à quoi ça ressemble un prompt? Exactement. Et puis comment il est structuré? Et je pense qu'aujourd'hui, j'ai une relation avec ce logiciel, un peu une relation de vieux couple. Donc, du coup, ça ne m'a pas posé de problème. Et aujourd'hui, j'ai pris 1 heure justement pour faire une image que j'avais en tête, parce que je sais comment il va réagir. Je sais comment le parler, je sais comment le chatouiller en quelque sorte. Et ça, c'est l'exemple type. Alors, l'idée de base, c'était j'ai parti dans un concept où il y a justement une entreprise, une société qui va me contacter pour faire donc la promotion de son vin. Et à partir de là, je me suis dit, OK, alors je vais partir dans quelque chose de très nature, à l'extérieur, avec 2 personnes en train de justement partager ce moment avec un verre de vin, avec un arrière-fond de vignoble, et donc tout dans une composition qui est plutôt dynamique. Et c'est l'histoire de ce prompt que je ne vais pas forcément détailler, mais le résultat final et quelque chose de super dynamique avec différents plans. Il y a un premier plan avec ce feuillage, un deuxième plan avec ces personnages, un troisième plan avec le contexte dans lequel il se trouve ce personnage, avec une attitude. Et puis ça c'est magique parce que finalement, on n'a pas une pose qui est statique. C'est qu'il y a une dynamique. On est au milieu d'une action. La personne, on voit qu'il y a un mouvement qui va positionner cette main, etc. Puis aujourd'hui, je pense que la principale importance qu'il y a quand on fait un prompt, c'est de le déconstruire. Parce que c'est tellement parfait ce qu'il nous propose ce logiciel qu'il va falloir qu'on le rende un peu moins parfait, quoi, pour le rendre plus... Pour donner du naturel, pour donner de la spontanéité, sur le vif, en fait, hein, ce genre d'aspect ici. Alors d'ailleurs, tu avais marqué ici, s'inspire du travail de David Naughton. Donc ça, c'est un photographe que toi, tu connais? Oui, paysagiste, et justement, c'est un photographe qui a une certaine naturalité, en tout cas une approche des scènes de paysage qui est alors, je ne trouve pas le mot, mais des gens très frais, quoi. C'est une façon, c'est pas une composition qui est picturale, c'est vraiment de capter ce petit instant dans un certain moment. L'image, elle n'est pas parfaite, mais par contre, elle est émotionnellement, elle a énormément de potentiel. Donc, on n'est pas à la douane, quoi. Non, exactement. Exactement. Merci beaucoup, Louis. Alors, un peu de patience, le cadeau arrive dans quelques instants.
Le moment est venu peut-être pour nous maintenant de vous préciser aussi que nous lançons cette formation mi-journée avec Luis Fernandez comme formateur. Vous vous en êtes douté, hein, centre de formation spécialisé dans le multimédia. On ne pouvait pas ne pas offrir à notre catalogue une formation sur cet outil révolutionnaire. Quelques objectifs clés de la formation. À la fin du cours que nous vous proposons, vous serez capable de rédiger ces prompts de manière précise, de manière performante, avec les commandes avancées, de générer une image, comme vous l'avez vu, déjà complexe, de haute résolution, avec un avant, un arrière-plan, créer des images originales qui soient exploitables sur tout type de support, parce que là, vous avez vu, par exemple, une photo finie, mais on peut, à partir, par exemple, du hérisson ninja qui m'a particulièrement plu, arriver à quelque chose de plus stylisé et peut-être l'intégrer dans un objet publicitaire ou dans un logo. Donc, en faisant appel aussi aux outils évidemment complémentaires de l'arsenal du graphiste ou du créateur de contenu, que sont Illustrator, InDesign, Photoshop. Acquérir aussi les fondamentaux de la photographie et de la composition d'images. Ça, je sais que c'est un point qui te tenait particulièrement à cœur dans ce cours, justement, de ne pas rester que sur l'aspect technicien prompt, qui est essentiel, mais aussi de pouvoir exploiter et encore développer les connaissances culturelles des participants, parce qu'ils vont tous venir déjà avec leur background, pour pouvoir justement bien, les exploiter dans la sollicitation de Midjourney. Tout à fait. Et puis, bien sûr, en finalité, ça, c'est la conséquence même de l'utilisation de cette solution, c'est diminuer le temps et les coûts, comme on l'a vu, de recherche et de production par l'automatisation de votre travail, alors que ça soit au niveau de l'exploration, tu l'as dit tout à l'heure, la phase exploratrice, exploratoire de la créativité, de réduire le temps de recherche, de test du concept, et puis jusqu'à évidemment gagner du temps dans la production. Je me souviens que dans nos premiers échanges, tu nous parlais de 50% de gain de productivité. Oui, tout à fait. Alors, on peut le réduire, 50%, c'est un chiffre que c'est un hasard, mais aujourd'hui, je pense que c'est largement au-delà de 50%. Mais je pense que davantage que accès avec cette gain de temps que de toute façon on va en avoir, c'est de pouvoir se réserver davantage de temps pour toute la phase créatrice quand on génère une image ou quand on génère un concept. Parce que finalement, en dépendant de la complexité de la campagne qu'on va utiliser, on sait qu'on a un temps pour la création, un temps pour l'exécution, un temps pour le choix des supports de communication, etc. Tandis que là, on peut justement bénéficier de davantage de temps pour la création et puis d'arriver avec une idée, un concept qui est plus percutant. Donc, ce n'est pas uniquement au niveau de la qualité de l'image, c'est également dans la qualité du message, de la promesse qu'on va rendre public. Un petit prérequis qui reste quand même important à vous mentionner, bien sûr dans le cadre de cette formation et d'une façon générale, l'utilisation de Midjourney est aujourd'hui soumise à abonnement. La solution est passée dans sa version payante suite à certaines dérives dont vous avez peut-être entendu parler sur Internet. Voilà, un certain pape en doudoune blanche, par exemple. Donc, sachez en revanche que l'abonnement que nous vous recommandons pour cette formation reste l'abonnement de base à hauteur de $10 par mois. Donc, quelque chose quand même de très raisonnable. Petite slide pour dire qu'une des grandes valeurs ajoutées aussi de cette formation, c'est les supports de cours que tu as préparés. Alors, tout à fait. Alors, dans ce cours, bien évidemment, il y a des supports de cours où j'essaie de partager des connaissances au niveau des styles graphiques, au niveau des artistes, au niveau de tous les différents aspects qui vont intervenir dans la construction d'une image, comme ça peut être le type de cadrage, comme ça peut être l'angle de la caméra, la qualité de la lumière, le type de lumière, le setup dans lequel cette image va se construire. Bien entendu, c'est ce qu'on appelle des préceptes, c'est justement ces notions qui vont faire toute la différence dans le résultat final d'une image. Et comme vous avez accès à la plateforme e-learning pendant une durée d'1 an, toutes ces ressources sont évidemment accessibles pendant 1 année à la suite de la formation pour toute référence ultérieure. Voilà. Merci beaucoup, Louis. Merci. Vous avez maintenant toutes les informations, je crois, et tous les arguments pour être convaincu par cette solution, autant que nous l'avons été en l'espace à peu près de 5 minutes lorsqu'on t'a rencontré la première fois il y a quelques mois. C'est le moment pour nous maintenant de répondre à vos questions, si vous en avez. Voilà, alors on a une première question. Alors, ce n'est pas vraiment une question, c'est plutôt un commentaire.
certains artistes contemporains refusent qu'on utilise leur style durant la génération d'images. Une autre personne qui dit... Attends, peut-être juste là-dessus, est-ce que, voilà, ça tu sais qu'il y a des artistes contemporains qui refusent l'utilisation de leur style. Oui. Donc, ils ont la possibilité de se protéger, de ne pas faire partie. Comment ça se passe? Alors, ils ont cette possibilité de se protéger. Ils ont la possibilité de demander que son style soit sorti de la base de données de ces logiciels pour qu'ils ne puissent pas prendre, ou en tout cas s'inspirer de ce type de style, bien évidemment. Alors, s'inspirer, je veux dire, on travaille tous avec des styles qui sont similaires. Après, il y a une touche qui est personnelle. Je pense que si on ne part pas dans un style qui est absolument identifiable, comme ça peut être un style Van Gogh, on reste dans un domaine qui est très public et puis qui est ouvert à tout le monde. Comme tu l'as fait toi-même avec le photographe Antoine, par exemple. Tout à fait. Voilà. On a une autre personne qui demande si ce n'est pas considéré comme du plagiat si on s'approprie l'art des grands artistes. Alors, la question de droit est quand même relativement complexe. Alors, je pense qu'effectivement, si on essaie de reproduire ou on a un concept qui est similaire à l'œuvre qui est fait un artiste, ça ne vaut pas la peine de passer par Midjourney. La réalisation est déjà là. Je pense que ce qui est intéressant, justement, c'est de pouvoir composer avec différentes notions, quoi, et puis arriver dans un résultat qui est nouveau. C'est ce que propose justement ce logiciel, d'arriver à véhiculer une émotion, et puis une émotion à travers un concept. Je n'ai jamais utilisé Midjourney pour faire quelque chose de ressemblant ou un style ressemblant à un artiste. Je l'ai toujours utilisé parce que j'ai une requête, j'ai un besoin, j'ai une idée en tête, et puis à partir de là, je vais l'élaborer. Et je vais l'élaborer comme je l'aurais faite dans une démarche qui est une démarche classique. Si par exemple je dois faire une régie photographique, je vais m'inspirer d'un photographe pour faire la régie photographique. Et puis finalement, la photo que je vais faire, elle est inspirée d'une démarche artistique parce que finalement, c'est ma nourriture en tant que directeur artistique. Et puis aujourd'hui, cette démarche artistique, au lieu de se documenter puis essayer de composer une image dans sa tête en fonction d'un style artistique, c'est une commande qu'on va demander à Midjourney et il va le comprendre. Et il va se distancer, mais il y a un peu cet esprit. J'aime bien quand tu dis qu'en fait, si c'est pour faire du plagiat, alors c'est même pas la peine d'utiliser cette solution. Et ça me fait aussi penser à quelque chose, c'est finalement le parallèle, c'est que les écrivains n'ont pas attendu ChatGPT pour être plagiés. Le problème du plagiat, il a toujours été… C'est pas forcément un raisonnement de plagiat. Je veux dire, aujourd'hui, un constructeur automobile, quand il va sortir un nouveau modèle, il ne va pas réinventer la roue. La roue, elle est là, quoi. Elle va l'utiliser, ça a déjà été. Alors est-ce que c'est un plagiat d'utiliser cette roue? C'est un peu le questionnement qu'on doit se poser. Alors, effectivement, on a un peu peur, on a peur de cette facilité d'exécution à travers l'intelligence artificielle, mais je veux dire, en tout cas, ma démarche, moi, je ne me suis jamais senti, j'ai jamais eu l'impression de plagier qui que ce soit, parce que je suis arrivé avec une commande, avec une idée, avec un concept en tête, et j'ai dialogué avec ce logiciel. Donc c'est complètement en dehors de reproduire ou essayer de copier quelque chose. Tout à fait. Ouais. Alors, quel est le format maximal que l'on peut recevoir de niveau? Le format maximal de résolution. Ouais. Alors aujourd'hui, on est… il aurait fallu peut-être que je regarde avant parce qu'il y a une nouvelle version qui est arrivée, mais je pense qu'on doit être aux alentours de 4000 x 4000 au niveau de la résolution. Mais ça, ce n'est pas du tout un problème parce que c'est aussi un des aspects qu'on va voir dans le cours. C'est qu'il y a plein de logiciels qui sont complémentaires qu'il y a dans le web qui travaillent avec l'intelligence artificielle, donc ça ne veut pas dire qu'ils vont redimensionner une image et ça ne veut pas dire qu'ils vont faire le procédé de Photoshop où ils vont calculer, regarder les pixels qu'ils ont à côté et les reproduire, ce qui peut donner un côté flou. Ils vont analyser l'image et puis ils vont créer à côté. Donc finalement, elle sera extrêmement détaillée sans aucune perte de qualité. Donc, au niveau de la dimension, il n'y a vraiment aucun problème, indépendamment du support. Bon, en tout cas, sans aller dans un chiffre même exact, un 4x3 comme on en voit dans le métro parisien, une affiche de bus sur un bus TGV, les formats. Peut-être que la personne peut nous dire s'il a en tête une contrainte technique particulière, peut-être que vous pensez à des façades, peut-être des bâches de travaux, mais ça reste de la dimension totalement… Il n'y a vraiment aucun problème dans l'utilisation de l'image et puis dans la qualité et le format de l'image, la résolution. Tout à fait.
Pourquoi dans le prompt, tu utilises le 2.2 ou 2.3? Ouh là là, là, oh là là, là, attention, hein, il y a des experts dans la salle, c'est formidable. Alors c'est justement dans la construction du prompt. Alors, c'est quelque chose d'extrêmement intéressant, comment est-ce qu'on va le construire, hein, parce qu'un prompt, ce n'est pas une phrase, une idée qu'on va le poser, c'est une construction. Et ça prendrait beaucoup trop long d'expliquer pourquoi on arrive à ces conclusions comme les 2 points. C'est une syntaxe que Midjourney va comprendre et va prioriser. Mais je veux dire, il faut vraiment aller dans le détail. C'est pas quelque chose que je pourrais développer en 5 minutes. Mais il y a des bonnes raisons. Il y a une raison. Ça, c'est certain. Tout a une raison. Rendez-vous en septembre pour les connaître. Alors, est-ce qu'on reçoit un support de cours en format PDF, papier, ou celui-ci reste uniquement sur votre plateforme? Alors, c'est effectivement un PDF. Hein? Oui, tout à fait. C'est un PDF qui se télécharge depuis la plateforme e-learning. L'avantage, c'est simplement c'est un document de base qui va évoluer presque, j'ai envie de dire au mois le mois, on ne va pas dire à la semaine, mais en tout cas très régulièrement en fonction des avancées de l'outil Midjourney, évidemment, puisqu'on en est déjà à combien? 5 versions, non? Non, davantage. Bon, maintenant, on est à 5.2. Oui, 5.2. J'étais pas loin quand même. Hein. Mais elle date d'il y a quelques semaines seulement, donc c'est dire la rapidité. Donc, effectivement, l'avantage, c'est que ce PDF, vous le téléchargez au mois de septembre, mais en novembre, déjà, il sera mis à jour, ainsi qu'en janvier, etc. Alors, on a déjà répondu à cette question, mais quel est le prix du logiciel? Alors, ça dépend de l'utilisation. Hein. Il y a différents types d'abonnements. D'ailleurs, là, avec cette nouvelle version, ils ont sorti un nouvel abonnement qui donne accès à plus d'heures de rendu, ce qu'on appelle des rendus rapides. Ça va dépendre de vos besoins. Moi, personnellement, c'est un abonnement que je paye. C'est le professionnel, je paye, je pense que c'est 40 francs par mois, c'est assez ridicule vis-à-vis du profit que ce logiciel me génère. Mais après, un abonnement de 10 francs par mois, ça peut être largement suffisant si ce n'est pas votre travail de construire et puis de proposer constamment des images. Et puis après, on peut commencer avec 10 $ par mois. Et puis, si on se rend compte d'une utilisation plus conséquente, passer à un autre abonnement. À tout moment, on a la possibilité de changer d'abonnement. Qu'en est-il des droits d'auteur? Midjourney peut-il demander des droits d'utilisation sur ces images utilisées par ses enfants? Alors, c'est un questionnement qui est assez vaste et puis c'est un questionnement actuel, hein, parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas forcément de statut qui a été fait dans la jurisprudence des droits d'auteur. Du moment où vous payez un abonnement, Midjourney vous cède les droits. Donc, les droits, soi-disant, vous appartiennent. Alors après, il y a une différence entre le copyright et la propriété intellectuelle, et ça va dépendre également des pays dans lesquels ce droit est mis en vigueur. Aujourd'hui, en tout cas, ce que je peux vous dire de manière certaine, c'est que les images que vous allez produire avec Midjourney, du moment où vous n'utilisez pas des références qui sont copyrightées, parce que si vous voulez faire une composition, il y a Batman, alors là, vous oubliez, vous aurez des problèmes. Ou un Pikachu, ninja. Un Pikachu, d'ailleurs, c'est pour ça qu'il n'y est pas. Que tu as pris un hérisson. Exactement, donc là, vous allez avoir des problèmes. Là, on peut vous attaquer. Du moment où vous générez une image, et cette image, elle part d'un concept, en tout cas sans avoir une référence avec un personnage connu, etc. Donc, vous avez le droit de l'utiliser, vous avez le droit de la commercialiser, vous n'aurez aucun souci, mais par contre, sachez que cette image, elle peut être réutilisée par un autre utilisateur, parce qu'en quelque sorte, elle appartient un peu au domaine public. Alors, moi, personnellement, j'ai aucun problème, parce que quand je fais une image, cette image, elle est extrêmement dirigée avec le besoin et la demande du client, donc je ne vois pas pourquoi quelqu'un d'autre pourrait utiliser l'image pour communiquer sur un autre produit. Donc, en tout cas, je ne vois aucun problème. Et on statue actuellement sur justement les droits. C'est quelque chose d'assez complexe parce qu'on se rend compte du potentiel qu'il y a ces logiciels. Et justement, il faut cadrer un tout petit peu l'utilisation. Est-ce que, pour reprendre la question du participant, je ne sais pas si c'est exactement ce que vous vouliez demander, mais dans l'idée de est-ce que quand je génère une image dans Midjourney, elle reste entre guillemets en mémoire
dans la base de données Midjourney comme étant une des possibilités de réponse selon un certain nombre de demandes. Et si, par exemple, moi, je travaille dans le vin, est-ce qu'il y a des chances que si j'essaie de générer une image d'un couple qui prend un verre de vin dans un environnement automnal avec de la lumière, est-ce que parmi les références sur lesquelles il va réfléchir, il y a des chances qu'il passe à travers ton visuel? Bon, déjà d'une part, ça va dépendre de l'abonnement que vous prenez. Si vous ne prenez pas un abonnement professionnel, ces images, elles sont directement, elles peuvent apparaître dans le site de Midjourney où il va répertorier toutes les images qui sont générées grâce à ce logiciel. Donc, c'est qu'à partir de l'abonnement professionnel qu'on a la possibilité de cacher les images. Donc, par exemple, les images que moi je génère, il n'y a personne qui les voit. Donc, je suis le seul à pouvoir y travailler. Puis, il est évident que dans le milieu professionnel, on ne peut pas montrer ces images au grand public parce que ça fait partie des concepts. Il y a toute une confidentialité qui est à travers les images. Donc, déjà, ça, c'est un point qui est important. Et puis, donc, le deuxième point, c'est on peut les utiliser, ces images. Je pense que c'était un peu le questionnement que tu me posais. On peut les utiliser du moment où elles arrivent à l'avoir. En tout cas, ils peuvent s'inspirer de ces images. Par contre, ils ne vont pas avoir accès du moment où c'est un compte professionnel. Ils ne vont pas pouvoir avoir accès à ces images pour… C'est compris. J'espère qu'on a répondu de manière suffisante à votre question. Est-ce que des professionnels comme des graphistes commencent déjà à travailler avec l'IA ou pas? Oui, évidemment. Alors c'est quand même un tout petit peu étonné parce que… Il y a la Suisse et le reste du monde, on peut dire? Il y a l'Europe et le reste du monde? Oui, comment on peut dire? Alors, bon, je sais qu'aux États-Unis, c'est quelque chose qu'on utilise beaucoup plus. En tout cas, ça commence à devenir quelque chose d'indispensable de travailler avec l'intelligence artificielle. Moi, je suis un peu surpris ici en Suisse. La lenteur, bon, peut-être que c'est un peu une particularité, hein, c'est de prendre en main cette technologie. Et d'autant plus que je sais que c'est une technologie qui va être incontournable. Donc, qu'on le prenne maintenant, qu'on le prenne plus tard, à un moment donné, il va falloir s'y mettre. Et c'est le moment de faire. Il faut surfer dans la vague. Parce que le fait de commencer maintenant, et puis le fait de comprendre comment il réagit ce programme, le jour de demain, on deviendra des spécialistes. Et puis justement, moi, aujourd'hui, ça me permet de dialoguer d'une façon qui est hyper naturelle avec le programme et de pouvoir m'engager avec des objectifs et puis des demandes des clients en sachant pertinemment que je vais réussir à travers ce logiciel de fournir l'imagerie qui est attachée au concept de base. Et toi, finalement, tu fais profiter à nos participants de 12 mois d'exploration et de travail, d'affinage. Donc, tu as cette générosité dans la transmission, de leur servir finalement tout cuit, ce que toi, tu as passé déjà d'efforts pendant 12 mois. Mais si on considère qu'une personne, elle ne se forme pas, et qu'elle essaye, pas pareil, de se former toute seule, qu'elle y consacre, tu vois, l'équivalent en temps, ça veut dire qu'elle sera prête, peut-être, on va dire, dans 10 mois au mieux. Et là, l'outil aura encore évolué. Donc, finalement, comme tu dis, le train, il est en marche. Il faut sauter dedans. Absolument. Il faut sauter maintenant. Et puis surtout, je pense qu'il est important qu'il soit compris et appris par une personne qui est un professionnel du métier. Donc, moi, ça fait bientôt 30 ans que je travaille avec l'image, que je connais l'image. Donc, à partir de là, il y a des commandes, des solutions, une façon d'envisager qui est différente. Alors, sans cette expertise, sans cette expérience, même si on connaît bien le logiciel, on n'arrivera jamais à un résultat qui est professionnel et en tout cas une image qui est particulièrement belle et qu'elle s'exprime d'elle-même. Un élément de réponse aussi complémentaire que je peux vous apporter, c'est qu'un institut de sondage suisse a réalisé une étude au mois de mai à partir de profils LinkedIn, plusieurs milliers de personnes, donc une étude extrêmement représentative qui estime à presque 30% aujourd'hui des professionnels du marketing et de la communication au sens large, donc graphistes inclus, créateurs multimédia également, influenceurs, etc., mais aussi rédacteurs, chargés de com et de marketing, de l'utilisation de ces outils. Maintenant, ça reste large parce qu'on inclut ChatGPT et on sait que ChatGPT, c'est probablement l'outil qui a été le plus facilement pris en main de la plupart des personnes, même dans des profils plus administratifs, sans forcément être des créatifs. Mais Midjourney va encore faire augmenter cette proportion-là. Donc, effectivement, c'est toujours de se dire, si moi, je suis réticent et si moi, je résiste, d'autres à côté vont prendre le train en marche.
Et qu'en adviendra-t-il de mon activité dans 3-6 mois, quoi. Ouais. Et puis, je me permets de revenir avec une question qui a été posée, puis je pense que c'est un élément que je voulais dire et puis que j'avais oublié dans la conversation, c'est l'originalité de l'image qui va générer Midjourney. Alors, c'est pas seulement le fait que il y a cette propriété de cette image, mais il y a également le fait que chaque mot qui va être mis dans le prompt, il va générer une nouvelle image. Donc, si vous ajoutez un A dans la phrase que vous allez mettre, le résultat va être différent. Et il y a plus de 4 milliards de possibilités de génération d'une image. Et quand on met en parallèle justement les 4 milliards et quelques, aujourd'hui probablement c'est davantage, et la séquence de mots, la construction qu'on a dans la phrase, c'est absolument impossible que quelqu'un d'autre arrive avec la même image que nous, on aura générée. Je veux dire, il y a beaucoup plus de chances de gagner la loterie que de voir la même image à travers... C'est un chouette exemple. C'est un chouette exemple. Et c'est des chiffres qui donnent le vertige parce que, comme tu le dis, ça doit être même plus maintenant. Ah oui, oui, c'est affolant, tout à fait. Quoi. Qu'en est-il des images animées et des films? Ah, bientôt. Alors, oui, non, aujourd'hui même, il y a des solutions qui permettent de générer des séquences animées. Alors, on peut le faire, il y a des techniques à travers Midjourney. C'est des techniques que peut-être on va aborder dans la formation. En tant qu'atelier, il y a déjà ces possibilités et effectivement, il y a d'autres plateformes qui proposent des solutions qui restent intéressantes. Alors, il y a l'intelligence artificielle, ce n'est pas uniquement dans la génération de la vidéo, mais ça peut être dans détourer une image, ça peut être dans plein de différents aspects. Mais c'est quelque chose que, bien évidemment, je pense que d'ici une année, 6 mois, une année, ce sera compétitif, quoi. On pourra l'utiliser dans un cadre professionnel. Jusque maintenant, tu me disais, le résultat n'a pas encore un rendu de qualité professionnelle. Non, moi, je ne pourrais pas utiliser les rendus qu'ils proposent. Pas encore, mais ça se développe. Mais ça va venir vite. Ça va devenir vite et il y a déjà des commentaires, des rumeurs comme quoi il y a aussi toute l'imagerie 3D qui va être générée à travers l'ordinateur. Donc, on va avoir un objet en 3D qu'on va pouvoir manipuler. Il y a également la vectorisation des images à travers l'intelligence artificielle. Donc, finalement, il y a je veux dire, tous les moyens d'expression qu'on a aujourd'hui qui vont être relayés à travers l'intelligence artificielle. Sans compter aussi l'intégration de l'IA par Adobe, Firefly, oui, tout à fait. Qui va forcément toucher Premiere Pro, After Effects. Complètement, ouais. Est-il possible de se vendre comme prompt ingénieur après notre formation? Est-ce que c'est vous qui avez posé la question des 2 points au-dessus, en dessous? Alors oui, bien entendu, après la formation, on va faire des exercices. Je vais vraiment vous challenger. On va faire des scènes qui sont particulièrement complexes où il y a une méthodologie que si vous ne l'avez pas, vous ne réussirez pas à faire l'image. C'est une évidence. Donc, une fois que vous finissez la formation, vous êtes capable de concrétiser une scène que vous avez en tête, de vraiment la concrétiser dans les moindres détails. Et puis même au niveau de la posture, de la position des personnages, des acteurs, des éléments qui rentrent en scène. Et donc, à partir de là, si vous acquérez cette connaissance et cette maîtrise de logiciel, vous pouvez bien évidemment vous présenter comme technicien prompt. Tout est une question aussi après de pratique. Ah oui, bien évidemment. Tout est une question de savoir est-ce qu'à la base, je suis graphiste et puis en fait, j'ai envie de me spécialiser plutôt dans l'ingénierie prompt et d'être vraiment un expert IA dans mon domaine du graphisme. C'est vrai que le métier, à la base, c'est celui de graphiste, de créateur de contenu. Oui. Et puis ensuite, le métier, ça correspond à une spécialisation, finalement, un peu l'architecte d'intérieur. Tout à fait, c'est la maîtrise de l'outil. Comme il y a des personnes qui vont faire du motion design parce qu'ils connaissent très bien l'outil du motion design. Et puis, bien entendu, on y revient, ils ont une culture du motion design. Et dans l'imagerie, c'est technicien prompt, c'est un outil qu'il faut comprendre, qu'il faut maîtriser. Et bien évidemment, ça devient un métier en tant que tel. Ouais. Est-ce que vous recommandez d'avoir déjà quelques notions pour suivre la formation? Alors, des notions en quoi vous demanderiez? Des notions en quoi? C'est important. Quelques notions de quoi? De Midjourney, d'une autre solution d'IA, du graphisme? Si vous pouvez juste compléter.
Et il demande aussi comment se passe la formation si nous n'avons pas d'abonnement personnel. Alors, l'abonnement personnel, ça, il est de toute façon maintenant un prérequis. On doit avoir Discord, et puis, c'est ça, Oui, c'est à travers la et plateforme de puis Discord. qui héberge en fait la solution Midjourney, et vous devez de toute façon prendre un abonnement puisqu'il n'y a plus de solution gratuite Midjourney. Il dit bien oui de Midjourney et de l'IA générative. D'accord, alors non. Ah non, non, pas du tout. Pas du tout. Il n'y a vraiment pas besoin. On est là pour ça, justement. Exactement. Peut-on utiliser ChatGPT pour générer des prompts Midjourney et sont-ils pertinents? Ah là là. Alors là, c'est un peu tordu, mais effectivement, ça existe, ChatGPT. Après, c'est des plugins qu'on va insérer dans ChatGPT. Alors, j'allais justement dire, tout dépend du ChatGPT aussi. Version gratuite, version payante. Oui, mais en version gratuite, on ne va pas forcément être à la pointe de ce que fait le plus récent Midjourney. Non, c'est ça. Absolument. Mais par contre, c'est vrai qu'il y a une possibilité d'écrire une image à travers ChatGPT. Et puis ChatGPT va nous donner un prompt qui est un prompt. En fait, il va nous donner plusieurs propositions de prompt. 4 propositions, si mes souvenirs sont bons, avec 4 directions différentes. Et l'image résultante, elle est très belle parce que, bien entendu, il va travailler avec tous les préceptes comme la lumière, le cadrage, la mise en situation, l'atmosphère, etc. Alors, c'est intéressant dans un cadre qui est amateur. Parce que si on veut faire un joli paysage, on peut passer par ChatGPT pour générer le prompt qui va travailler Midjourney. Mais si c'est dans un cadre professionnel où il faut être près d'un concept ou d'une image qu'on a en tête, on ne peut plus passer par ChatGPT parce que justement le prompt c'est une construction. Et ça c'est très important à comprendre, cette notion de structuration et de construction de prompt. Il y a un certain conditionnement aussi sur ChatGPT, alors que finalement, en construisant soi-même son prompt sur Midjourney, on va pouvoir y associer vraiment son intelligence humaine, sa sensibilité dans chacune des parties, de dire ce qu'on a envie de soi-même de mettre en priorité, etc. Alors que ChatGPT va partir quand même avec des filtres politiquement corrects, etc. Oui, après, il y a aussi des plugins pour enlever le politiquement correct. Ah non, petit bâtard, on n'arrête pas le progrès. D'accord, ok. Alors, je suis graphiste pro. Est-ce que durant la formation, on va étudier la manière de créer des logos? Alors oui, on va regarder avec le logiciel quelles sont les commandes qu'on va donner justement pour arriver à une solution minimaliste des logos. Alors après, bien entendu, l'image qui va en sortir, c'est du bitmap. C'est une image pixelisée. Il faudra faire une étape de production ultérieure pour vectoriser cette image, mais qui est extrêmement simple. En tant que graphiste professionnel, sur Illustrator, c'est une commande. Puis, bien entendu, après, il y a de la retouche, quoi. Mais oui, on va apprendre à faire des... C'est vrai qu'on aurait pu leur montrer comme slide, je garde pour un prochain, d'avoir eu, tu sais, comme le barbier, l'image, et ensuite qu'elle devient stylisée et qu'ensuite elle est intégrée dans une enseigne. Absolument. Si vous avez la curiosité, sur notre page de site internet de la formation Midjourney, vous trouverez une petite vidéo de présentation dans laquelle on montre à partir d'un prompt comment est-ce qu'on simplifie une image au point de la styliser et d'en faire un logo d'enseigne. Quelle est la différence entre Midjourney et Stable Diffusion? Tu vois, alors finalement, pas besoin de commenter, les images parlent d'elles-mêmes. Apparemment, il y en a qui ont encore des questions. Oui, alors bien évidemment, il y a Stable Diffusion et puis DALL-E qui sont dans la course, que c'est des logiciels qui sont très, très intéressants, qui offrent des possibilités différentes que Midjourney. Alors, la grosse différence, c'est cette qualité d'image, parce qu'effectivement, j'utilise les 3 logiciels et je les teste et puis j'essaie de voir l'évolution. Et puis des fois, je mets certains logiciels pour travailler certains aspects que Midjourney ne me permet pas, qui me permet aujourd'hui avec cette version 5.2. Mais la qualité, le rendu est beaucoup plus intéressant. La qualité, le piqué de l'image, quand même une grosse différence, à mon avis, avec les autres logiciels. Mais c'est surtout, justement, je vous parlais de cet émerveillement que j'ai en créant les images Midjourney, c'est cette compréhension de l'esthétique. Alors, je veux dire,
tout est calibré dans l'image Midjourney. Il y a la palette de couleurs qui va utiliser, le positionnement des sujets, le traitement des différents plans. Il y a un côté artistique, et puis c'est un côté artistique également qu'on peut développer. Hein. Donc, il y a des commandes, des paramètres pour le dire, vas-y, je te le donne, libre choix, amuse-toi, vas-y dans une composition qui est très artistique, on reste très proche de ce que je te dis, quoi. Et c'est cet aspect que j'ai vraiment pas trouvé dans les autres solutions. J'ai l'impression aussi que parfois le débat, pour avoir un peu vu sur Facebook, c'était aussi beaucoup parce que c'était des solutions open source, en particulier Stable Diffusion. Donc, il y a un petit peu finalement ce débat qui revient entre les solutions gratuites et les solutions payantes. Oui. On a plutôt envie de soutenir les solutions gratuites parce qu'elles elles donnent l'impression que tout le monde peut y accéder. Finalement, on voit que Midjourney, c'est $10 par mois. Ça reste quand même très accessible. Et finalement, je trouve que ce débat, il n'est plus tellement justifié au niveau de la gratuité. Alors, je veux dire, moi, je ne veux pas être critique vis-à-vis des autres solutions. Et puis, je trouve super. Hein, et puis, justement, ça permet justement de concurrencier et puis de pousser ces solutions à s'améliorer. À s'améliorer. Mais aujourd'hui, malgré le fait que Stable Diffusion, je trouve qu'il y a des images très intéressantes, surtout quand on parle dans du réalisme, qu'elles sont réalisées. Ça n'a pas la qualité, je veux dire, on peut en parler pendant longtemps. Je veux dire, c'est très simple. Vous mettez la même commande avec Stable Diffusion, la même commande avec Midjourney, et je veux dire, ça part d'elle-même, l'image. Peut-être que parmi vous, il y aura déjà des curieux qui prendront l'abonnement Midjourney cet été, feront quelques tests avec l'autre solution, et on veut bien avoir votre feedback, avec plaisir. Alors, dernière question. Oui, on arrive bientôt au bout, mais merci pour toutes vos participations. C'est ce qui fait aussi la richesse de ce type de webinaire. Dans Midjourney, peut-on donner nos propres photos d'inspiration comme un moodboard précis pour générer une image? Tout à fait. C'est intéressant. Ça. Tout à fait. Alors, les possibilités sont immenses. Hein, et puis, il n'y a pas seulement au niveau des images d'inspiration qu'on peut les fournir, on peut les mixer. Et puis, on peut... donc, moi, quand je travaille à la création d'un personnage, je peux faire un croquis que je vais mettre dans Midjourney. Et le résultat de rendu a exactement la même position que le croquis. Donc, on peut vraiment le diriger. Il y a énormément de possibilités, quoi. Disons que moi, je ne me suis jamais trouvé en une année que je travaille avec ce logiciel dans une situation où je me dis, je ne peux pas aller plus loin. Je peux aller là où je veux, quoi. C'est un très joli mot de la fin. C'est un très joli mot de la fin. Merci beaucoup pour votre attention. On a eu grand plaisir à vous accueillir et à vous faire participer. J'espère qu'on a pu répondre à toutes vos questions. Est-ce qu'on est bon, Byron? Oui, super. Merci encore. Merci, Louise, pour ta disponibilité. Et puis, je vous dis à très bientôt chez Cat School. Au revoir.